Mon frère a détruit mon PC de recherche une semaine avant ma remise de diplôme. Mes parents ont ri de mes larmes. Ils n'avaient aucune idée que ce moment mettrait fin à notre famille pour toujours. Mon frère a détruit mon PC de recherche une semaine avant l'obtention de mon diplôme. Mes parents ont ri de mes larmes. Ils n'avaient aucune idée que ce moment mettrait fin à notre famille pour toujours. Je m'appelle Ryan, j'ai 32 ans maintenant, et le bruit de ma vie s'effondrant n'est pas venu avec un cri ou un crash dramatique. Cela ressemblait à un craquement électrique humide que je peux encore entendre très clairement quand je ferme les yeux la nuit. Avant de vous raconter comment j'ai fini par acheter la propriété saisie de mes parents aux enchères et les virer littéralement de la pelouse qu'ils possédaient, laissez-moi vous ramener au moment exact où j'ai réalisé que je n'avais pas de famille. J'avais des otages et j'avais joué les otages toute ma vie. En grandissant, j'étais l'enfant d'entraînement. Mon frère Travis est arrivé 4 ans après moi. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu invisible. Travis était l'enfant d'or qui ne pouvait rien faire de mal. Quand Travis cassait mes affaires, maman disait, « Ce sont des garçons, que veux-tu » Quand je me fâchais, j'étais trop sensible. Quand Travis ratait des cours, ils engageaient des tuteurs. Quand je rencontrais des difficultés, je ne faisais pas assez d'efforts. Le schéma n'a jamais changé. Au lycée, j'avais appris ma place. Je payais tout moi-même tandis que Travis obtenait tout sans effort. J'ai travaillé 3 emplois pour payer l'université, des quarts de nuit dans un restaurant à récurer les sols, du paysagisme le week-end à transporter du paillis, des séances de tutorat le soir. J'ai contracté des prêts que je paierai jusqu'à mes 40 ans. J'ai acheté des manuels d'occasion, mangé des ramen la plupart des soirs. Travis en était à sa 3e tentative au collège communautaire, entièrement financé par papa et maman. Il ne cessait de changer de spécialité et de lancer des plans échoués, chaque protéiné, des trading, crypto, dropshipping. Rien de tout cela ne fonctionnait, mais il continuait à financer ses rêves. Mais j'y suis arrivé. J'ai obtenu ma licence en architecture paysagère. Mes professeurs disaient que j'avais un vrai talent. J'ai été accepté dans un programme de master compétitif, qui n'acceptait que 15 étudiants par an. J'ai économisé pendant 3 ans pour construire un ordinateur. J'ai recherché chaque composant, passé un week-end à l'assembler moi-même. Quand il a démarré avec succès, j'ai réellement versé une larme. C'était le mien, quelque chose que j'avais construit avec mon propre argent. J'ai passé 6 mois sur ma thèse, conception de parcs urbains durables pour les quartiers à faible revenu, plantes indigènes, chemins accessibles, infrastructures vertes, espaces communautaires. J'ai travaillé toutes les nuits après mes quarts de travail jusqu'à l'aube, dessin KO, rendu 3D, spécifications techniques, analyse des coûts. Le concours Sterling était mon ticket d'or, 15 000 $ de prix et des entretiens garantis dans les meilleures entreprises. Mon directeur de thèse a dit que j'avais de réelles chances de décrocher la première place. Une semaine avant ma soutenance de thèse. Une semaine avant la remise des diplômes. Une semaine avant la soumission au concours. Tout était prêt. Il était 14 h un mardi de fin avril. Je suis rentré de cours et j'ai immédiatement senti l'odeur, électronique brûlée et soda bon marché, le genre vert fluo que Travis adorait. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la porte de mon appartement. Travis se tenait dans ma chambre, tenant une batte de baseball en aluminium. Ma tour de PC sur mesure était renversée. Le panneau de verre était brisé, mais le pire était le soda vert fluo qui dégoulinait de la grille de ventilation, s'accumulant à l'intérieur du boîtier. Je pouvais entendre les circuits frire, pop, crépitement, grésillement. L'odeur de plastique brûlé remplissait la pièce. Travis a jeté la batte sur mon lit, s'est essuyé les mains sur son jean, l'air satisfait. Mes jambes ont faibli. À l'intérieur de ce disque dur, il y avait 6 mois de travail. Toute ma thèse, des centaines de dessins KO, des rendus 3D que j'avais perfectionnés pendant d'innombrables heures. Des spécifications techniques, des analyses de coûts, tout pour le concours Sterling, tout noyé dans le soda. J'ai murmuré un mot. Travis a haussé les épaules. Il a dit qu'il m'avait dit qu'il avait besoin d'un lift pour le centre commercial pour son rendez-vous avec Brittany. J'ai dit que j'étais occupé. Eh bien, maintenant je n'étais plus occupé. Problème résolu. Il a souri, ce sourire froid qui disait qu'il savait qu'il s'en sortirait. J'ai avancé lentement, mes bottes grinçaient sur les fragments de verre qui recouvraient mon sol. J'ai tendu la main pour toucher l'écran.
Il était plié à un angle de 45 degrés là où la batte l'avait frappé. L'écran était complètement noir, mort. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de la tour, même si je savais que c'était inutile. Rien ne s'est passé. Pas de lumière, pas de ventilateur, pas de son de démarrage, juste le silence et l'odeur de circuit brûlé. Tout était mort. La voix de maman est venue de mon salon. Elle semblait joyeuse et décontractée, comme si elle venait de passer pour une visite amicale. Elle et papa sont entrés dans ma chambre. Ils avaient des clés de secours de mon appartement. Je leur avais donné des copies il y a des années au cas où quelque chose arriverait. Une vraie urgence. Apparemment, le fait que Travis ait besoin d'un lift pour impressionner une fille était une urgence à leurs yeux. Maman a regardé l'ordinateur détruit, puis Travis tenant la batte, puis moi, debout, sous le choc. J'ai attendu le cri, attendu qu'elle explose sur Travis, attendu qu'elle exige des réponses, qu'elle crie, qu'elle le tire par l'oreille comme elle le faisait quand nous étions enfants et qu'il avait fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, elle a soupiré. Ce long soupir exaspéré, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Elle a prononcé mon nom de ce ton épuisé que j'avais entendu toute ma vie. Le ton qui signifiait que j'allais à nouveau être le problème. Elle m'a dit de ne pas avoir l'air si tragique. C'était juste un jouet. Juste un jouet. 3 ans d'économie, 6 mois de travail, tout mon avenir, juste un jouet. J'ai étouffé les mots, lui ai dit que cette machine coûtait $3000. Que ma thèse était dessus. Que ma remise de diplôme en dépendait littéralement. Que la soumission au concours était due dans 8 jours et que tout était sur ce disque dur. Papa s'est faufilé dans la pièce derrière maman. C'était un grand homme. Il prenait de la place. Il a regardé l'ordinateur détruit et a en fait ri. Ce petit rire grave qui me faisait me sentir en sécurité quand j'étais petit. Maintenant, ça me donnait la chair de poule. Il a dit 3000 balles pour une boîte de jeux vidéo. Il a dit à maman qu'il avait eu raison depuis le début, que j'avais gaspillé mon argent. Si j'avais économisé pour un acompte sur une maison ou commencé un fonds d'études pour mes futurs enfants au lieu de jouer, je ne pleurerais pas en ce moment. Il m'a traité d'immature, de myope. J'ai essayé de rester calme. J'ai essayé d'expliquer une fois de plus que ce n'était pas pour les jeux, que j'étais architecte, que je dessinais des bâtiments, concevais des espaces publics, que cette machine était mon outil professionnel, que j'en avais besoin pour faire mon vrai travail. Le travail pour lequel j'avais passé 6 ans à me former. Travis a attrapé un sac de chips sur mon étagère, des chips barbecue, l'a déchiré et en a fourré une poignée dans sa bouche, a croqué bruyamment en me regardant droit dans les yeux, a dit que je faisais de jolis dessins, que c'était lui qui avait de vraies idées commerciales. De vrais plans pour gagner de l'argent. Puis il s'est tourné vers maman et lui a demandé si elle avait transféré l'argent pour son dernier investissement crypto. Il a dit qu'il devait acheter la baisse avant qu'il ne soit trop tard. Tout le visage de maman s'est transformé. Il est passé d'agacé à adorateur en une demi-seconde. Ses yeux se sont illuminés. Elle a souri à Travis comme s'il venait de lui dire qu'il guérissait le cancer. Elle a dit oui. Elle avait envoyé l'argent ce matin-là. Elle lui a dit de faire attention. Elle a dit qu'il croyait en lui, qu'il allait réussir un jour. Je les ai juste regardés. Tous les 3 debout dans ma chambre détruite comme si c'était totalement normal. Tout mon gagne-pain était littéralement en train de fumer sur le bureau. Le disque dur qui contenait 6 mois de travail sans sommeil était noyé dans le soda parce que mon frère de 29 ans avait fait une crise de gamin. Et ils étaient là à discuter de son portefeuille de crypto comme si je n'existais pas. Je l'ai dit clairement, j'ai articulé chaque mot, je leur ai dit que Travis l'avait cassé exprès, qu'il avait versé du soda dessus parce que je ne voulais pas le conduire. Ce n'était pas un accident. C'était une destruction délibérée de propriété. Maman a agité la main de manière désinvolte. Elle a dit que Travis lui avait dit que ça avait glissé, qu'il tenait son soda et l'avait accidentellement renversé. Elle m'a demandé pourquoi je supposais toujours le pire à propos de mon frère. Elle a dit que j'étais jalouse de lui depuis que nous étions enfants et que c'était laid. Vraiment laid. Il était temps de grandir. Jaloux ? J'ai montré les débris d'une main tremblante. Je lui ai dit que c'était un crime. Une destruction de propriété pure et simple. Cette batte n'est pas tombée du ciel. Le verre ne s'est pas brisé tout seul. Le soda ne s'est pas versé tout seul dans la grille de ventilation.
La voix de maman est devenue plus sèche. Elle m'a dit d'arrêter d'être si dramatique. Elle a dit que je déchirais cette famille à cause d'un morceau de métal. Que la famille passait avant tout. Toujours, quoi qu'il arrive. Que je devais m'en souvenir. Papa s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. Cela ressemblait à une pince, lourde et contrôlante. Il m'a dit qu'il m'achèterait un carnet, un joli carnet en papier de la papeterie. Peut-être quelques crayons. Il a dit, peut-être que j'aurais dû imprimer mes devoirs comme les gens le faisaient à son époque. Que travailler à la main forge le caractère. Ça te fait apprécier davantage les choses. Travis a reniflé bruyamment, la bouche pleine de chips. Il a projeté des miettes partout. Il m'a dit de ne pas agir comme si j'étais le seul qui comptait. Il a dit que le monde ne tournait pas autour de moi. Que peut-être que c'était bon pour moi. Pour m'enseigner un peu d'humilité. Quelque chose en moi a craqué. Mais ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était silencieux. Comme un câble qui se coupe. Comme le courant qui est coupé d'une machine. Je les ai regardés, vraiment regardés, j'ai vu maman serrer son sac à deux mains, ses yeux allant constamment vers Travis pour s'assurer qu'il allait bien. J'ai vu papa, se tenant là, le torse bombé, refusant de comprendre quoi que ce soit qui n'impliquait pas le travail manuel ou les scores sportifs. J'ai vu Travis, souriant d'un air suffisant, mangeant ma nourriture dans ma chambre détruite, sur qu'il pourrait brûler mon appartement et qu'il me blâmerait d'avoir des rideaux inflammables. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a des années. Je n'avais pas de parents. J'avais le fan club de Travis, son équipe de cheerleaders, et j'étais juste le concierge qu'il gardait pour nettoyer le désordre. Le bouc émissaire qu'il blâmait quand les choses allaient mal. La rage qui s'était accumulée dans ma poitrine s'est soudainement refroidie, s'est transformée en glace. Je me suis senti calme. Dangereusement calme. Le genre de calme qui précède juste une décision qui va changer la vie. J'ai prononcé deux mots, sortez. La pièce est devenue complètement silencieuse. Maman a eu l'air offensée. Vraiment offensée. Elle a dit qu'ils avaient fait tout ce chemin pour me rendre visite. Qu'ils avaient apporté. Eh bien, ils allaient apporter des lasagnes, mais ils l'avaient oublié à la maison. Mais quand même, l'intention comptait. J'ai répété, sortez. Laissez ma clé de secours sur le comptoir. Sortez de mon appartement tout de suite. Le visage de papa est devenu rouge. Il a fait un pas vers moi, empiétant sur mon espace. Il a dit que j'étais en train de mettre ma propre mère à la porte à cause d'un ordinateur après tout ce qu'ils avaient fait pour moi au fil des ans. Après m'avoir élevé, nourri et logé, c'était comme ça que je les remboursais. J'ai maintenu le contact visuel, je n'ai pas cligné des yeux, je lui ai dit qu'ils n'avaient rien fait pour moi, je lui ai rappelé qu'ils avaient payé la voiture de Travis, payé ses 3 tentatives d'études ratées, payé son dernier projet commercial, moi. J'avais travaillé 3 emplois pour payer mes propres études. J'avais eu faim pour économiser de l'argent. J'avais récuré des toilettes à 2 heures du matin pour pouvoir acheter des manuels. J'avais construit cet ordinateur avec l'argent que j'avais gagné moi-même, l'argent que j'avais gagné avec ma propre sueur et mon temps. Et maintenant, Travis l'avait détruit parce que je ne voulais pas être son chauffeur personnel. Je leur ai dit qu'ils avaient 30 secondes pour partir ou j'appelais la police et portais plainte pour vandalisme, pour effraction puisqu'ils étaient entrés sans permission, pour destruction de propriété. Le sourire de Travis a finalement flanché. Ses yeux se sont écarquillés. Il a dit que je ne ferais pas ça, que je bluffais. Il a dit à maman de me dire que je ne le ferais pas vraiment. Maman a regardé mon visage. Elle m'a vraiment regardé. Peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Peut-être qu'elle a vu que j'avais changé, que je n'étais plus l'enfant effrayé qui accepterait leurs abus, que j'en avais finalement eu assez. Elle a craché le mot « bien ». Elle a dit que si je voulais choisir une machine plutôt que ma propre chair et mon propre sang, d'y aller, mais de ne pas s'attendre à ce qu'ils viennent en courant quand je serais seul et malheureux. Que je faisais une énorme erreur, que je le regretterais. Elle a attrapé le bras de Travis et l'a tiré vers la porte, a arraché la clé d'urgence de son sac à main et l'a claqué sur le comptoir de ma cuisine assez fort pour que je l'entende rebondir. Elle a dit à Travis que son frère faisait une crise et qu'il partait. Ils sont sortis en traînant les pieds. Papa a murmuré quelque chose sous son souffle à propos de la génération ingrate et des jeunes d'aujourd'hui.
Travis m'a lancé un dernier regard par-dessus son épaule. Mais il y avait autre chose dans ses yeux aussi, la peur. Une vraie peur. Comme s'il avait enfin réalisé que je pourrais réellement mettre mes menaces à exécution. La porte a claqué. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'entendais la télé de mes voisins à travers le mur. J'entendais la circulation devant ma fenêtre. J'entendais ma propre respiration. Mais à l'intérieur de mon appartement, le silence pesait comme un poids. J'ai sombré sur le sol, juste là dans mon entrée, le dos contre le mur, la tête dans les mains. L'odeur d'électronique brûlée était accablante, ça me donnait la nausée. Je voulais crier, je voulais frapper le mur, je voulais jeter quelque chose, mais j'étais trop fatigué, trop dévasté. 6 mois de travail envolé. Ma soutenance de thèse était dans 7 jours. La date limite du concours était dans 8. J'étais foutu, fini. Des années de travail et de sacrifice, tout détruit parce que mon frère était un enfant gâté dans un corps d'adulte. Puis une pensée m'a frappé. Je me suis précipité sur mes pieds, j'ai failli glisser sur les éclats de verre, je suis tombé à genoux et j'ai rampé sous le bureau, repoussant les câbles collants et les composants détruits. J'avais caché quelque chose là-dessous. Une sécurité, une assurance, une petite clé USB renforcée, une de celles très résistantes, conçue pour les chantiers de construction et le travail en extérieur. Je l'avais scratché sous le châssis du bureau où personne ne la verrait. Un emplacement de sauvegarde dont je n'avais jamais parlé à personne. Mes mains tremblaient en la cherchant. S'il vous plaît, soyez là. S'il vous plaît, soyez là. Plastique. Froid. Du plastique dur. Je l'ai arraché des bandes velcro et les tenu à la lumière. La clé était sèche, complètement intacte. Pas de dégâts de soda. Pas de dégâts physiques. Parfait. J'avais sauvegardé ma thèse tous les soirs avant de me coucher, une vieille habitude due aux années où Travis cassait mes affaires quand nous étions enfants. J'avais appris très tôt à toujours avoir une sauvegarde de tout ce qui était important, à ne jamais faire confiance à la sécurité de quoi que ce soit, même dans ma propre chambre. Je suis sorti de sous le bureau, tenant toujours cette clé comme si c'était le Saint Graal. Tout était dessus. Chaque dessin KO, chaque rendu, chaque document, chaque calcul, 6 mois de travail, tout était en sécurité. Travis n'avait pas gagné. J'ai commencé à rire. C'est sorti de manière maniaque, presque hystérique, et ça a résonné dans mon appartement vide. Travis avait détruit une machine à $3000 et pensait qu'il avait ruiné ma vie, mais il ne l'avait pas fait. Tout ce qu'il avait fait, c'était de me montrer exactement qui il était, qui ils étaient tous, et de me donner le coup de pouce final dont j'avais besoin pour les couper complètement. Le lendemain matin, je me suis présenté au laboratoire informatique de l'université à l'ouverture, à 7 heures du matin. J'ai réservé un poste de travail et branché ma clé de sauvegarde. Tout s'est parfaitement chargé. J'ai passé les 7 jours suivants à travailler des journées de 18 heures, ne quittant les lieux que pour aller aux toilettes et prendre de la nourriture au distributeur. Le personnel du laboratoire me connaissait dès le 3e jour, m'apportait du café sans que je le demande, me disant de prendre soin de moi. J'ai peaufiné chaque détail de ma thèse, ajusté les panneaux de présentation, pratiqué ma soutenance jusqu'à pouvoir la réciter de mémoire, dormant à peine. Quand je dormais, c'était pour des siestes de 2 heures, la tête sur le bureau. Je fonctionnais entièrement au café et au ressentiment, et à l'image de ma famille debout dans ma chambre détruite, agissant comme si j'étais le problème. La soutenance de thèse s'est déroulée parfaitement. Je veux dire, parfaitement. Mon comité a posé des questions difficiles et j'avais des réponses prêtes. Les rendus 3D ont suscité de véritables exclamations quand j'ai montré les variations saisonnières. Un professeur m'a dit que c'était l'analyse de durabilité la plus approfondie qu'elle ait vue de la part d'un étudiant en master. Un autre a dit que mon approche de la conception accessible devrait être la norme enseignée par le programme. Le président du comité a dit que j'avais établi une nouvelle référence pour le programme. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, avec distinction. J'ai reçu des offres de 2 cabinets d'architecture paysagère avant même de monter sur scène en toge et toque. De vraies offres avec de vrais salaires et avantages sociaux et des possibilités d'évolution. Mais debout dans ma toge de diplômé, regardant le public de familles acclamant leurs enfants, j'ai remarqué les sièges vides où mes parents auraient dû être, où Travis aurait dû être. Pendant environ 3 secondes, ça a fait mal. Puis je me suis souvenu d'eux dans ma chambre.
Je me suis souvenu de maman qualifiant mon outil professionnel à 3000 $ de jouet. Je me suis souvenu de papa riant de ma douleur. Je me suis souvenu de Travis souriant d'un air suffisant alors qu'il détruisait 6 mois de mon travail. La douleur s'est transformée en autre chose, un soulagement. La liberté. Ils n'étaient pas là parce que je ne les avais pas invités, je ne leur avais même pas dit que la remise des diplômes avait lieu. Ils ne méritaient pas d'être là. J'ai accepté un poste chez Hartwell Design Group. Poste de niveau intermédiaire, 65 000 $ de salaire, ce qui me semblait une fortune après des années de difficultés. De bons avantages sociaux, une correspondance de retraite, de vrais congés payés. J'ai commencé à travailler sur des projets commerciaux, parcs urbains, centres communautaires, développement résidentiel. J'étais bon dans mon travail, mieux que bon. En 6 mois, j'ai été promu concepteur principal. En 1 an, je dirigeais des projets. En 2 ans, je gagnais 6 chiffres. Mon patron m'a dit que j'avais des instincts que la plupart des designers mettaient une décennie à développer. Que je comprenais comment les gens utilisaient réellement les espaces au lieu de simplement les rendre jolis. J'ai remporté le concours Sterling à ma première tentative. Première place, 15 000 $ de prix, et mon design a été présenté dans tous les magazines de l'industrie. Des entreprises que j'admirais depuis des années me contactaient soudain, me demandant si j'étais intéressé par des parcours de partenariat. Je n'ai jamais appelé mes parents. Ils ne m'ont jamais appelé. Silence radio complet pendant 3 ans et demi. C'était comme si nous avions mutuellement accepté de nous effacer mutuellement. Et honnêtement, j'ai mieux dormi que jamais dans ma vie. Plus de dîner du dimanche où j'étais le bouc émissaire. Plus de culpabilisation de ne pas assez aider Travis. Plus de comparaison avec mon frère et de me trouver insuffisant. Juste la paix. J'ai eu des rendez-vous, des relations, et j'ai finalement rencontré une femme nommée Nathalie qui travaillait dans le design graphique. Intelligente, indépendante, elle avait ses propres objectifs et n'avait pas besoin de moi pour se sentir complète. Nous sommes devenus sérieux, avons emménagé ensemble après 1 an, avons adopté un chien de refuge. La vie était bonne, mieux que bonne, stable, saine, normale. Puis un soir, 3 ans et demi après avoir mis ma famille à la porte de mon appartement, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer. Quelque chose m'a poussé à répondre. C'était mon grand-père, le père de mon père. Nous étions proches quand j'étais enfant. Il m'emmenait pêcher. M'a appris à utiliser une scie à table dans son atelier. Me glissait toujours 20 $ quand maman ne regardait pas. Mais après l'éclatement avec mes parents, j'avais perdu le contact avec la plupart de la famille élargie. Papa leur avait probablement dit que j'étais fou ou instable, ou quelle que soit l'histoire qui le mettait en valeur. La voix de grand-père semblait vieille au téléphone, fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure de la journée. Il a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé il y a 3 ans. Que papa lui avait raconté une histoire selon laquelle je l'avais accusé, Travis, d'avoir détruit mes biens pour rien et d'avoir coupé les liens avec la famille parce que j'étais jaloux. Mais grand-père n'a pas cru ça. Il avait vécu assez longtemps avec papa pour savoir comment il fonctionnait. De plus, il se souvenait de toutes les fois où Travis avait cassé mes affaires quand nous étions enfants, et j'étais blâmé pour être négligent. Il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'important qu'il devait discuter, quelque chose à propos de sa succession et de l'avenir. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de chez lui 2 jours plus tard. Grand-père semblait plus frêle que dans mes souvenirs, plus mince, se déplaçant plus lentement. Il a commandé un café noir et une tarte aux pommes. Il est allé droit au but, comme il le faisait toujours. Il était malade. Cancer du poumon de stade 4. Les médecins lui avaient donné 6 mois maximum. Il avait mis de l'ordre dans ses affaires, mis à jour son testament, décidé quoi faire de sa propriété. Il possédait une maison près du lac Cédar, une magnifique propriété qu'il avait construite lui-même dans les années 70. 3 acres de pin, un quai privé, une cheminée en pierre, des parquets qu'il avait posés à la main. L'endroit valait près d'1 million de $ maintenant, avec la façon dont les valeurs des propriétés riveraines avaient explosé. Dans son testament original, tout était censé revenir à papa. La maison, le terrain, tout. Mais grand-père voulait changer ça. Il voulait que la maison me revienne à la place. J'ai demandé pourquoi. Non pas que je n'en voulais pas, mais parce que j'avais besoin de comprendre.
Grand-père a dit qu'il avait parlé à papa le mois dernier. Lui avait demandé comment j'allais. Papa lui avait dit que j'étais devenu fou. Que j'avais inventé des mensonges sur Travis détruisant mon ordinateur. Que j'avais coupé les ponts avec toute la famille parce que je ne pouvais pas supporter que Travis réussisse mieux que moi. Il avait dit que j'avais toujours été l'enfant à problème. Jaloux. Instable. Incapable de maintenir des relations ou des emplois. Que j'avais refusé de m'excuser et de faire la paix même après qu'ils aient essayé de se réconcilier. Grand-père n'a pas cru ça. Il me connaissait depuis ma naissance. Il se souvenait de moi à 7 ans, apprenant à lire par moi-même parce que je voulais comprendre les manuels d'instruction. Il se souvenait de moi à 12 ans, économisant mon argent de poche pour acheter un cadeau d'anniversaire à Travis, même si Travis avait cassé mon skateboard la semaine précédente. Il se souvenait de moi travaillant tous les étés pendant le lycée au lieu de sortir avec des amis. Il savait que je n'étais pas le problème. Alors, il a appelé ma tante, a appelé quelques cousins, a obtenu la vraie histoire. Comment Travis avait détruit l'ordinateur de ma thèse juste avant l'obtention de mon diplôme. Comment mes parents s'étaient moqués de moi. Comment je les avais mis à la porte et n'avais jamais regardé en arrière. Comment j'avais obtenu mon diplôme avec mention et construit une vraie carrière pendant que Travis était toujours en train de jongler entre des stratagèmes pour devenir riche rapidement. Grand-père m'a regardé dans les yeux et a dit que son fils avait échoué en tant que père. Qu'il avait élevé un homme incapable de voir ce qui comptait, qui avait choisi des favoris et laissé l'enfant d'or détruire le bon. Grand-père a dit qu'il voulait s'assurer que j'avais quelque chose de solide, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Il voulait que la maison me revienne, il voulait que j'aie la sécurité qu'il avait construite de ses propres mains. Je ne savais pas quoi dire. Cette maison représentait une richesse générationnelle, une stabilité, tout ce vers quoi j'avais travaillé, tout ce que mes parents m'avaient refusé. 3 mois plus tard, grand-père est décédé. Il est parti paisiblement dans son sommeil. Selon l'infirmière des soins palliatifs, les funérailles ont été tendues. Papa pensait que la maison allait lui revenir. Il avait déjà envisagé de la vendre. Il avait dit à Travis qu'il se partagerait l'argent à 60/40. Il l'utiliserait pour financer la dernière entreprise de Travis. Une idée d'application mobile qui rapporterait certainement des millions cette fois-ci. La lecture du testament a eu lieu la semaine suivante. Je suis arrivé en costume, celui que je portais pour les présentations aux clients. Gris foncé, professionnel. Papa, maman et Travis étaient déjà là, l'air suffisant, l'air d'avoir déjà gagné. Maman était habillée comme si elle allait à une fête. Travis portait un t-shirt imprimé avec un trou à l'aisselle. L'avocate était une femme âgée, avec des yeux perçants et zéro patience pour les bêtises. Elle a lu les petits articles en premier. Quelques obligations d'épargne partagées entre divers petits-enfants. Une collection de voitures anciennes qui est allée à mon oncle. Des outils et de l'équipement pour d'autres membres de la famille. Puis elle est arrivée à la maison, la grande, la propriété d'1 million de dollars. Elle a lu les mots exacts de grand-père, la propriété de Cedar Lake et tout son contenu, y compris le terrain, le quai et toutes les structures, reviendra à Ryan Mitchell, mon petit-fils, dans l'espoir qu'elle lui serve de fondation qu'il mérite et qu'il n'a jamais reçue de son père. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de papa est passé de suffisant à confus, puis à rouge, puis à violet en environ 5 secondes. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière et a éclaté sur le sol. Il a commencé à crier que le testament était invalide, que grand-père n'était pas dans son bon sens à la fin, que j'avais manipulé un vieil homme mourant, empoisonné contre son propre fils, que j'avais probablement menti à grand-père à propos de Travis détruisant mon ordinateur. Que j'avais toujours été un petit menteur manipulateur. L'avocate n'a même pas scié, elle a dit d'une voix calme et professionnelle que grand-père avait été évalué par 2 médecins différents avant de signer le testament mis à jour. Tous deux ont confirmé qu'il était pleinement lucide, aussi vif que jamais, qu'il savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Le testament était inattaquable, notarié, témoigné, déposé correctement. La maison était légalement la mienne, et il ne pouvait rien y faire. Travis m'a traité de serpent, a dit que j'avais volé son héritage, que grand-père lui avait promis cette maison il y a des années. Maman a commencé son numéro de pleurs, le faux genre, où aucune larme réelle ne coule. Elle a dit, « Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Comment as-tu pu monter grand-père contre eux ?» Elle a demandé quel genre de personne j'étais.
papa a menacé de contester le testament devant les tribunaux, de me poursuivre pour manipulation ou influence indue ou tout ce qu'il pouvait imaginer. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit d'essayer. Je lui ai rappelé que j'avais aussi un avocat maintenant, un bon, et que grand-père avait tout documenté, y compris les raisons de sa décision. Puis je suis parti, les laissant assis là avec l'avocat, sans dire au revoir, sans regarder en arrière. La maison était plus belle que dans mes souvenirs d'enfance. Elle avait besoin de travaux, oui. Le toit avait des bardeaux manquants. La terrasse pourrissait par endroits. Les fenêtres étaient vieilles et laissaient passer les courants d'air, mais la structure était solide. Grand-père avait construit des choses pour durer. J'ai passé les 8 mois suivants à la rénover, j'ai engagé des entrepreneurs pour les gros travaux comme le toit et les fondations. J'ai fait une partie des travaux cosmétiques moi-même le week-end. Nathalie m'a aidé à choisir les couleurs de peinture, les luminaires et les meubles. Nous avons arraché l'ancien papier peint et repeint tout en blanc propre et en gris doux. Nous avons poncé les parquets jusqu'à ce qu'ils brillent. Nous avons modernisé la cuisine avec de nouveaux appareils et des comptoirs en quartz. Nous avons remplacé toutes les fenêtres par des modèles éco-énergétiques. Nous avons construit une nouvelle terrasse avec des matériaux composites qui ne pourriraient pas. L'endroit s'est transformé. Il ressemblait à quelque chose d'un magazine de design d'intérieur. Mais voici la chose. Je ne la gardais pas comme une maison de vacances pour Nathalie et moi. J'avais un plan différent, un meilleur plan. Pendant ces 8 mois de rénovation, mes parents m'ont contacté exactement une fois. Un SMS du numéro de maman. Court et direct. Elle disait qu'ils avaient besoin d'aide. Une aide financière. L'entreprise de construction de papa avait fait faillite. Il avait contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour la maintenir à flot. Puis il en avait contracté une troisième pour financer le dernier projet de Travis, un service de boîte d'abonnement pour hommes qui était censé révolutionner le marché. Sauf que Travis n'avait jamais réellement étudié le marché, ni compris la logistique, ni fait de véritable planification commerciale. Il avait juste dépensé 60 000 $ en inventaire et un site web, et supposé que les clients apparaîtraient comme par magie. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, maman et papa faisaient face à la saisie de leur maison. La maison où ils avaient vécu pendant 30 ans. La maison où j'avais grandi. Ils avaient besoin de 80 000 $ pour remettre l'hypothèque à jour et éviter de tout perdre. Le SMS de maman disait que c'était mon devoir en tant que fils d'aider. Que la famille se serrait les coudes dans les moments difficiles. Que c'était ma chance de montrer que j'étais la personne la plus grande. Que je pouvais sûrement épargner 80 000 $ de mon héritage. La maison valait presque 1 million. Qu'est-ce que 80 000 $? Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait une capture d'écran du SMS et l'ai enregistré dans un dossier sur mon ordinateur portable étiqueté « Preuve ». Je me suis dit que j'aurais peut-être besoin de documentation sur leurs droits plus tard. 2 mois après ce SMS, leur maison a été saisie. La banque l'a récupérée. Ils ont dû déménager avec tout ce qu'ils pouvaient mettre dans la voiture de Travis et un camion de déménagement loué. Ils ont fini dans un appartement exigu de 2 chambres en ville. Travis a emménagé avec eux parce que sa dernière petite amie l'avait mis à la porte après qu'il ait dépensé son argent de loyer pour plus d'inventaire pour son entreprise ratée. J'ai entendu tout cela par ma tante, qui était restée en contact avec moi après les funérailles de grand-père. Elle avait de la peine pour eux, mais elle a aussi admis qu'ils l'avaient cherché. Elle a dit que papa avait toujours été terrible avec l'argent, et que Travis avait toujours été encouragé à échouer. Elle m'a dit que maman et papa racontaient à tous ceux qui voulaient bien les écouter que j'avais refusé de les aider. Que j'avais hérité d'une propriété d'1 million de $ et que je ne pouvais pas épargner 80 000 $ à mes propres parents. Que je les avais coupés par pure vengeance, jouant la carte de la victime le plus fort possible. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais acheté leur maison saisie aux enchères. J'avais créé une société écran spécifiquement à cet effet, Miller Property Holdings, LLC, entièrement légale, entièrement anonyme, payée en espèces, en dessous de la valeur marchande parce que c'était une saisie et qu'elle avait besoin de travaux. Toute la transaction s'est faite par l'intermédiaire d'avocats et de sociétés de titres. Mes parents n'avaient aucune idée que leur ancienne maison m'appartenait désormais. Je ne leur ai rien dit, je les ai juste laissés vivre dans leur appartement exigu. Je les ai laissés lutter avec les factures et me blâmer pour leurs problèmes. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler sur la maison de grand-père, à construire ma carrière, à vivre ma vie. Nathalie et moi nous sommes fiancés.
Elle a compris ce que je faisais avant même que je ne lui révèle le plan complet. Elle a dit qu'elle était fière de moi d'avoir brisé le cycle, de ne pas les laisser m'entraîner vers le bas. Puis, j'ai reçu un appel d'une organisation à but non lucratif avec laquelle je faisais du bénévolat, la Fondation pour les survivants d'abus financiers familiaux. Une organisation qui aidait les jeunes adultes qui avaient été financièrement exploités par leur propre famille, des enfants dont les fonds d'études avaient été volés, qui avaient été forcés de remettre leur salaire, qui avaient eu des cartes de crédit ouvertes à leur nom sans autorisation, qui avaient été utilisés comme co-signataires pour des prêts qu'ils n'avaient jamais vus, dont les parents avaient volé leur identité. Les histoires étaient brutales et beaucoup plus courantes que les gens ne le réalisaient. La directrice générale m'a demandé si je serais prêt à les aider à développer un programme résidentiel. Elle a dit que le plus grand manque de services était le logement. Ces jeunes avaient besoin d'un endroit sûr pour vivre pendant qu'ils reconstruisaient leur vie, pendant qu'ils apprenaient la littératie financière et les compétences professionnelles, et qu'ils recevaient des conseils, pendant qu'ils réparaient leur crédit. Économisaient de l'argent et découvraient qu'ils étaient en dehors du dysfonctionnement familial. Elle a dit qu'ils cherchaient une propriété depuis 2 ans mais ne trouvaient rien d'abordable. Tout était trop cher ou trop petit ou dans de mauvais quartiers. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait faire don d'une propriété ou financer un achat. Je lui ai dit que je pourrais avoir une solution. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers. La maison de grand-père est officiellement devenue la propriété du Miller Haven Trust, une organisation à but non lucratif que j'avais créée spécifiquement à cet effet. La maison offrirait un logement gratuit à 6 jeunes adultes à la fois, avec des séjours renouvelables de 6 mois et des prolongations possibles, une formation professionnelle grâce à des partenariats avec des entreprises locales, des cours de littératie financière, une aide à la réparation du crédit, des conseils en santé mentale, tout ce dont ces jeunes avaient besoin pour se remettre sur pied. La grande ouverture était prévue un samedi de juin. Le temps était magnifique, ciel clair, température parfaite. Nous avions invité les médias locaux, les membres du conseil municipal, les principaux donateurs, les leaders communautaires. C'était un grand événement. Ma photo était dans le journal. La chaîne de télévision locale a envoyé un journaliste. La maison avait l'air incroyable. Nous avions planté des jardins remplis de plantes indigènes. Construit un atelier dans l'ancien garage pour enseigner des métiers. Mis en place un laboratoire informatique pour la rédaction de CV et les candidatures. Meublé chaque chambre. Stocké la cuisine. En a fait un vrai foyer. Je rangeais des chaises sur la pelouse ce matin-là quand une berline rouillée a tourné dans l'allée. Mon estomac s'est noué. J'ai reconnu cette voiture. Je l'avais vue sur des photos postées par ma tante sur les réseaux sociaux. Maman, papa et Travis sont sortis. Ils avaient l'air mal en point. Papa avait pris probablement 20 kilos. Maman semblait plus âgée, plus dure, avec des rides profondes autour de la bouche. Les vêtements de Travis étaient froissés et tachés, ses cheveux gras. Ils ont remonté l'allée lentement, regardant la propriété rénovée avec des expressions confuses sur leur visage, se demandant probablement ce que je faisais là. Maman m'a repéré et son visage s'est illuminé d'une fausse chaleur. Elle a prononcé mon nom comme si nous étions de vieux amis. Je suis resté là, tenant une pile de programmes. Nathalie est apparue à mes côtés immédiatement. Elle m'a pris la main, montrant un front uni. Papa a parlé en premier. Il a dit qu'ils avaient entendu dire que je faisais quelque chose avec la maison de grand-père. Ils ont pensé qu'ils passeraient voir ce que je faisais. Sa voix avait ce ton faussement décontracté qui signifiait qu'il voulait quelque chose. Probablement de l'argent. Je leur ai dit clairement qu'ils étaient en infraction. C'était une propriété privée. Ils devaient partir. Travis a pris la parole, sa voix rauque. Il a dit que c'était la maison de grand-père. Qu'elle appartenait à la famille. Que je ne pouvais pas simplement les empêcher d'entrer. Je l'ai corrigé. J'ai dit qu'elle appartenait au Miller Haven Trust. Qu'elle n'était plus la maison de grand-père depuis près d'1 an. Qu'ils n'étaient pas ma famille. Ils étaient les personnes qui avaient essayé de me culpabiliser pour payer leur saisie après avoir passé des décennies à me traiter comme des ordures. Maman a fait un pas en avant. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes. J'ai reconnu le spectacle. Les pleurs numéro 4, son mouvement de culpabilisation signature. Elle a prononcé mon nom d'une voix blessée. Elle a dit qu'ils avaient payé pour leurs erreurs, fait leur probation, souffert suffisamment, dit qu'ils vivaient dans un petit appartement,
survivant à peine, m'a supplié de voir qu'ils avaient besoin d'aide. J'ai répété les mots exacts que papa me disait quand j'avais besoin d'aide. J'ai dit que cela ressemblait à un problème de budget, que peut-être ils auraient dû mieux planifier. Papa a gonflé la poitrine. Il a dit qu'il me pardonnait tout, de les avoir envoyés en prison, de les avoir humiliés, de les avoir coupés. Il a dit qu'il réalisait que la famille était plus importante que les rancunes, qu'ils étaient prêts à tourner la page, prêts à être une famille à nouveau. L'audace était à couper le souffle. Ils se tenaient sur ma propriété, démunis à cause de leur propre mauvais choix, m'offrant le pardon. Travis s'est avancé, a regardé la maison rénovée avec des yeux avides. Il a dit que comme j'avais une grande place en ville et que cette maison était si grande, peut-être qu'il pourrait rester ici juste temporairement pour se remettre sur pied. Il a dit qu'il pouvait aider à entretenir la propriété. Maman pouvait cuisiner et nettoyer. Ils gagneraient leur vie. Maman a hoché la tête avec enthousiasme. Elle a dit que ce serait parfait. Ils seraient les gardiens, les hommes à tout faire, les femmes de ménage. Je n'aurais pas à embaucher des inconnus. La famille s'occupant de la famille. Je les ai regardés tous les trois. Je les ai vraiment regardés. Ils n'avaient pas changé. Pas le moindre du monde. Ils me voyaient toujours comme une ressource à utiliser, une banque à voler, un filet de sécurité dans lequel ils pouvaient tomber chaque fois qu'ils faisaient une bêtise. Ils croyaient sincèrement que suffisamment de temps s'était écoulé pour que j'oublie tout, pour que je les laisse revenir. J'ai demandé calmement s'ils voulaient vivre ici. Papa a dit que ça les aiderait tellement. Il m'a appelé « fils » pour la première fois depuis des années. Il a dit que ça m'aiderait aussi à guérir. Que avoir de la famille autour de soi serait bon pour nous deux. J'ai dit que je comprenais leur position. Puis je me suis tourné et j'ai montré le panneau que j'avais installé près du portail ce matin-là. Il était recouvert d'une bâche bleue, prêt pour la cérémonie d'inauguration officielle dans quelques heures. J'ai dit à Travis d'aller retirer la bâche. Il a eu l'air confus mais il s'est approché et a tiré sur la corde. La bâche est tombée. Le panneau était magnifique. Fait professionnellement en chêne poli avec des lettres gravées en or. Il était écrit « Le Miller Haven, un sanctuaire pour les survivants d'abus et d'exploitation financière familiale ». En dessous, en plus petit caractère, offrant logement, éducation et soutien aux jeunes adultes qui reconstruisent leur vie. Tous les trois l'ont regardé. La bouche de Travis est restée ouverte. Maman a réellement haleté. Le visage de papa est devenu rouge. Papa a exigé de savoir ce que c'était. J'ai expliqué calmement que ce n'était pas une maison de vacances, qu'à partir d'hier, cette propriété appartenait à une fiducie à but non lucratif, que je l'avais donnée spécifiquement à cet effet. Je me suis approché d'eux, je leur ai dit qu'à partir du mois prochain, cette maison hébergerait 6 jeunes adultes qui avaient été expulsés, exploités ou volés par leur propre famille, des enfants dont les fonds d'études avaient été volés, qui avaient été forcés de cautionner des prêts, qui avaient eu leur crédit détruit, qui avaient été utilisés, abusés et jetés. Ce serait un endroit où ils pourraient vivre sans loyer tout en apprenant des métiers et en reconstruisant leur crédit. Un endroit où ils seraient à l'abri de personnes exactement comme mes parents. Le visage de maman est devenu complètement pâle. Elle a dit que je l'avais donné. La maison d'1 million de dollars de grand-père à des étrangers. À des gens que nous ne connaissions même pas. J'ai dit qu'ils n'étaient pas des étrangers. Ils étaient ma vraie famille maintenant. Parce que la famille, ce n'est pas le sang ou la biologie. La famille, ce sont les gens qui vous soutiennent, qui vous croient, qui ne détruisent pas le travail de votre vie parce qu'ils s'ennuient. Je lui ai dit qu'elle n'était pas ma famille. Elle était juste la femme qui m'avait donné naissance. C'est tout. Biologie. Rien de plus. Travis a pété un câble. Il a commencé à crier que j'étais fou, que j'avais donné 1 million de dollars juste pour les narguer, que j'étais un psychopathe vindicatif qui se souciait plus des étrangers que de son propre sang. Je suis resté complètement calme. Je lui ai dit que je ne faisais pas ça pour les narguer. Je le faisais pour que le prochain enfant dont l'ordinateur de thèse est brisé par un frère jaloux ou dont le fonds d'études est volé par des parents égoïstes ou dont le crédit est ruiné par des gens censés le protéger ait un endroit sur où aller. J'ai construit le filet de sécurité qu'il m'avait volé. Je suis devenu le parent pour ces enfants que mes parents n'ont jamais été pour moi. Le silence était complet. Les oiseaux chantaient dans les arbres. L'eau clapotait contre le quai. Les voitures passaient sur la route.
Mais dans notre petit cercle, l'air était mort. J'ai pointé du doigt la route, je leur ai dit de quitter ma propriété avant que j'appelle la police. Et cette fois, je ne demanderai pas de négociation de peine. Cette fois, je m'assurerai qu'ils feraient face à toutes les accusations possibles. Ils n'ont pas crié, n'ont pas argumenté, ils se sont juste dégonflés. Comme si quelqu'un avait laissé l'air s'échapper. La réalité les a finalement frappés. Il n'y aurait pas d'héritage. Pas de sauvetage d'enfants prodiges. Pas de filet de sécurité fourni par le fils qu'ils avaient maltraité pendant 30 ans. Papa a regardé la maison une dernière fois. Une maison qui aurait dû être la sienne. Une maison qu'il avait perdue à cause de ses propres échecs. Une maison qui était maintenant une forteresse, protégeant les gens d'hommes exactement comme lui. Il a craché par terre, faible et pathétique. Puis il s'est retourné et a traîné les pieds vers la voiture rouillée. Maman m'a regardé longtemps. J'ai cru qu'elle allait enfin s'excuser, enfin reconnaître ce qu'ils avaient fait. Au lieu de ça, elle a murmuré que j'étais un homme cruel, que je le regretterais, que Dieu me jugerait pour avoir abandonné ma famille. Je lui ai dit que j'y comptais, que j'expliquerais volontiers mes choix à Dieu. Travis n'a rien dit, il m'a juste regardé avec une pure haine, le regard d'un parasite qui réalise enfin que l'hôte est immunisé. Ils sont montés dans la voiture, les moteurs ont bégayé et toussé avant de démarrer. De la fumée noire s'est échappée de l'échappement. Ils ont reculé de l'allée, les pneus crissant sur le gravier. J'ai regardé jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement. Nathalie m'a serré la main, m'a demandé si j'allais bien. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai vérifié mon pouls, régulier. Mes mains ne tremblaient pas. Pas de peur, pas de culpabilité, pas de doute. Je lui ai dit que j'étais libre. Vraiment libre pour la première fois de ma vie.